RCF. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il y a la grande histoire et les petites histoires. Il y a aussi parfois un croisement entre les deux. Je m'appelle Pierre Le Riche, je suis journaliste à RCF en Normandie et je vais tenter au mieux de vous raconter le parcours de deux prêtres, deux hommes engagés très tôt dans la résistance, dont la vie et la mort se rejoignent sur un point, le courage face à l'horreur. Ils sont au moins 138 prêtres, religieuses et religieux à avoir été tués pendant la Seconde Guerre mondiale dans le Calvados. Certains ont été honorés, d'autres sont restés dans l'ombre. C'est le cas de l'abbé Jacques Leclerc. Ce prêtre aurait pu être oublié, un homme à la santé fragile, réformé par l'armée, ordonné presque sur le tard, et qui se révélera être de ces héros de l'époque, de ceux qui ont refusé l'occupation. La mémoire de Jacques Leclerc va être mise en lumière par Alain Pignel, mais cela n'empêche pas encore, à l'heure actuelle, certaines questions laissées sans réponse. Épisode 3, entre zone d'ombre et héritage. Le 22 juin 1940 est signé l'armistice. Elle entérine la défaite militaire des armées françaises face au Troisième Reich. Jacques Leclerc est à ce moment-là en Bretagne. Il est à la tête d'une colonie d'enfants en vacances. Tout le monde est aussitôt renvoyé chez soi en région parisienne. L'abbé fait pareil. Il rentre chez sa mère en Normandie, à Vaucelles. Vaucelles, c'est un quartier de Caen qui a été, pendant la guerre, le foyer de pas mal d'agitation et d'engagement, d'ailleurs, des deux côtés. Il y a eu des collabos, mais il y a eu beaucoup de résistants dans ce quartier de Vaucelles, dont l'abbé d'Aligot, autre grande figure de la résistance normande. Il rentre à Vaucelles, il habite rue d'If, et il y passe 1 an. On n'en sait pas plus sur cette période d'1 an. Qu'a-t-il fait ? A-t-il repris des études ? Moi, je crois pas, parce qu'il avait fini tout son cursus. S'est-il perfectionné en anglais ? C'est une hypothèse. C'est une hypothèse plausible, parce qu'on ne sait pas. On n'a pas de traces de ce qu'il a fait dans toute cette année 40. Des questions, mais aussi des réponses. Le séminaire était replié chez les bénédictines de Bayeux. Toute une aile était réservée aux séminaristes et c'est dans la chapelle de ces bénédictines qu'il sera ordonné sous-diacre, diacre et prêtre entre juin et octobre 41. Par Monseigneur Falaise. Monseigneur Falaise était un évêque qui donnait un coup de main à l'évêque de Lisieux. C'était l'évêque, c'est un évêque missionnaire qui était normand, qui était rentré se reposer, se refaire une santé en Normandie, et qui donc confirmait, ordonnait, était une sorte d'évêque auxiliaire sans en avoir le titre, mais en tout cas il en avait les pouvoirs, et donc qui procédait à la demande de l'évêque de Lisieux à des ordinations. Donc voilà ce qu'on sait de l'abbé Leclerc, c'est-à-dire pas grand-chose. Il y a un mystère aussi, c'est que 3 semaines avant son ordination presbytérale, donc septembre 41, sa mère, qui était veuve, sa mère est retrouvée morte dans un train à Bayeux, morte d'une embolie. C'est un peu mystérieux aussi. En tout cas, ce pauvre abbé Leclerc, je dirais, a vraiment connu des drames familiaux juste avant d'être ordonné prêtre. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que il a fait rajouter sur son calice d'ordination avec les alliances de ses parents qui forment une petite croix avec au centre un petit diamant
probablement issu d'un bijou de sa maman. C'est assez émouvant de voir que cet homme se retrouve tout seul, au niveau de sa famille, quasiment tout seul, le jour de son ordination. Seul, ou presque. Jacques Leclerc a de la famille. Un parrain qui habite Coutances, lui aussi est un Leclerc, le cousin germain de son père. Ils déposent ensemble le testament de l'abbé en 1943. L'abbé n'a que 30 ans. Cela fait 2 ans qu'il est engagé dans la résistance, preuve qu'il se sent vulnérable. Dans ce testament, il déclare léguer ses biens, 2 maisons de ses parents qui reviendront à une œuvre catholique qui s'occupe de la charité. Vous allez voir pourquoi ça prend de l'importance. Parce que dans mes recherches plus tard, j'ai vu une chose qui m'a beaucoup intrigué. En tapant sur Google, qui parfois est votre meilleur ami, j'ai trouvé une photo du Secours catholique à Caen, avec une plaque très intrigante. Sur cette plaque, il est marqué, c'est un article de Ouest France qui date de l'inauguration des locaux du Secours catholique à Caen. Et vous avez Monseigneur Rodin, grande figure du Secours catholique, l'évêque de l'époque, les autorités, qui sont devant cette plaque sur laquelle est marqué cet édifice a été construit grâce à la générosité d'un martyr de la charité, Jacques Leclerc, 1913-1944. Et alors, je me dis, mais comment a-t-il pu léguer quelque chose à un organisme qui en 1944 n'existe pas. Le Secours catholique a été créé en 49, donc c'est pas possible. Donc ça aussi c'était une énigme qu'il a fallu résoudre. Et on a eu le résultat de cette énigme, qui nous a beaucoup servi. Parce que on a trouvé que oui, il avait déposé un testament, que oui, son cousin Germain, parrain, avait tenu à réaliser ses volontés. Ça a mis 10 ans, c'est-à-dire qu'en 1950, ce monsieur Leclerc meurt et fait promettre à son fils de réaliser les volontés du cousin disparu en 44. Et le fils de ce monsieur Leclerc va passer 10 ans de combat administratif. C'est très compliqué parce que les maisons léguées ont été détruites pendant la guerre, à la fin de la guerre, pendant la bataille de Normandie. Donc il y a un imbroglio administratif invraisemblable. Ça met 10 ans. En 1960, le legs est enfin validé, réalisé, tout ce que vous voulez, par la justice, par les impôts, par tout ce qu'on peut imaginer, le ministère de la Reconstruction, etc. Et enfin, le Secours catholique hérite de l'abbé Leclerc. Et son cousin, vivant, devient le maire de Coutances et devient aussi le président du Secours catholique de la Manche. Et ce monsieur, malheureusement disparu en 86, ce monsieur va tout faire pour que les volontés de son papa et de son cousin Jacques Leclerc soient respectées. Et si aujourd'hui le Secours catholique de Caen a des locaux, c'est grâce à la générosité de Jacques Leclerc. Ces recherches d'Alain Pignel ne s'arrêtent pas là. Cette enquête, longue d'1 année, a un goût de demi-victoire pour lui. C'est-à-dire que depuis le début, moi je voulais retrouver une photo de l'abbé Leclerc. Nous avions sur Internet la photo des bourreaux. Nous avions sur Internet la photo de Madeleine Béranger et de Marie-Clotilde de Combien.
vous tapez leur nom, vous allez trouver sur le mémorial de Caen, il y a eu des photos. Et on n'avait pas de photos de leurs victimes, on n'avait pas de photos de Jacques Leclerc. Alors en cherchant, j'ai fini par trouver l'arrière-cousin, petit cousin de Jacques Leclerc, qui est né 1 an après la mort de celui-ci, et qu'il n'a évidemment pas connu, mais qui en a entendu parler dans la famille. Et ce monsieur était extrêmement étonné, évidemment, quand j'ai raconté mon histoire de Calice et de Jacques Leclerc, et il n'a pu trouver dans les albums de famille qu'une photo, la seule que nous ayons de Jacques Leclerc, à l'âge de 12 ans. Cette photo, vous la trouverez en tapant Jacques Leclerc photo sur Google. Il a un regard déjà très sérieux. Et nous sommes toujours à la recherche d'une photo de l'abbé Leclerc. C'est compliqué parce que entre 41, date de son ordination, et 44, date de sa mort, vous imaginez bien qu'on ne prenait pas des photos facilement. C'était même interdit, je crois. Donc, peut-être que dans un album de famille, avec un baptême, une communion, peut-être que des Normands, sans le savoir ou en le sachant d'ailleurs, ont une photo de l'abbé Jacques Leclerc. Et alors là, ça serait extraordinaire de retrouver une photo, car même sa famille n'en a pas de lui abbé. Voilà. Donc je lance un appel aux auditeurs de RCF, si quelqu'un peut plonger dans ces albums de photos du temps de la grand-mère, du grand-père, entre 41 et 44, je suis quand même persuadé qu'il y a eu quelques photos de l'abbé Jacques Leclerc. Et ce serait extraordinaire d'en retrouver une en tout cas. Père Jacques Leclerc, en quête d'un héros oublié, l'abbé Jean d'Aligot, peindre contre la barbarie. Ces 2 séries font partie du podcast d'RCF des prêtres dans la guerre. On remercie grandement Père Marie et Alain Pignel pour leur témoignage, un travail qui s'est aussi appuyé sur le livre de Christian Dorière, l'abbé Jean d'Aligot, un peintre dans les camps de la mort. Merci à vous, auditeurs, d'être partis à la rencontre de ces 2 figures, 2 hommes engagés très tôt dans la résistance, dont la vie et la mort se rejoignent sur un point, le courage face à l'horreur.